Il y a la France que vous connaissez, avec ses monuments incontournables, ses paysages à couper le souffle et ses magnifiques villages. Mais derrière ces lieux se cache parfois une France plus secrète, plus étonnante et inquiétante. Et si nous découvrions l'envers du décor, celui d'une France mystérieuse, sombre et énigmatique, la France de la sorcellerie et de la magie. Qui n'a jamais entendu parler de mages aux pouvoirs extraordinaires, de sorcières capables de diablerie, d'êtres différents, doués de pouvoirs occultes? Vous pensez que les sorciers et magiciens avaient disparu, que leurs pouvoirs étaient enterrés à jamais? Détrompez-vous. Leurs ombres planent toujours, de la Bretagne à la Provence. Un peu partout en France, légendes et histoires se transmettent de génération en génération. Qui n'a jamais entendu parler en Bretagne de la mystérieuse forêt de Brocéliande et de Merlin, ce magicien au pouvoir sombre envoyé sur Terre par Satan? En Alsace, nous découvrirons comment un moine dominicain a mis en place une machine judiciaire infernale, donnant lieu à des milliers de procès dont personne n'a pu réchapper. Inévitablement, la sorcière était prise au piège, elle passait au bûcher. Au Pays Basque, nous irons sur les traces d'un juge machiavélique, Pierre de l'Ancre, qui à lui seul va mener 400 sorcières à la mort. De l'Ancre est fou. Incontestablement, c'est un fou. Sa personnalité ne pouvait pas déboucher sur autre chose que ces exécutions qui ont fait que le Pays Basque a flambé pendant 4 mois en 1609. Nous irons dans le Béarn, où un peuple maudit, celui des Cagots, va être accusé de sorcellerie et condamné à vivre exclu des villes dans des conditions de vie impensables. Ne regarde pas, il faut surtout pas qu'on ait de contact physique. Il fait peur parce qu'il vit à la marge de la société, et avec des traits plutôt d'animal que des traits d'humain. À Salon de Provence, nous partirons sur les traces de Nostradamus, le mage le plus célèbre de tous les temps, auteur d'un livre de prophéties énigmatiques dont la clé réside dans un mystérieux code. Il a mis sa vie en danger pour transmettre ce message. Les amis à lui sont morts sur le bûcher. Magiciens et sorcières ont marqué de leurs griffes l'histoire de France, dans ces lieux aussi magnifiques que terrifiants, où résonnent encore leurs formules magiques et leurs cris. Et vous verrez que les cruelles chasses aux sorcières avaient lieu à 2 pas de chez vous. Partons dans le nord-ouest de la France, dans une forêt réputée pour être la plus mystérieuse d'entre toutes, la forêt de Brocéliande. Une étendue de nature extraordinaire qui fait respirer le cœur de la Bretagne depuis la nuit des temps. Brocéliande a fini par s'imposer quelque part comme le dernier refuge de la féerie, de la poésie. C'est la forêt des contes, la forêt du Petit Pousset, la forêt du loup et donc la forêt de l'imaginaire. Si l'imagination règne en maître dans ces lieux depuis les premiers hommes, c'est parce qu'ici la terre s'est soulevée avec force pour façonner une vallée légendaire. Depuis ces promontoires rocheux, on aperçoit le Val sans retour, un endroit habité par le surnaturel. Là-bas, les arbres, les ruisseaux et les lacs transportent une étrange magie, car c'est ici, au milieu de cette forêt sauvage, que se cachent les êtres les plus mystérieux. Depuis le XIIe siècle, elle est tout de suite annoncée comme une forêt où il se passe des événements extraordinaires. On y voit des fées, il y a des fontaines merveilleuses, on y rencontre l'aventure, étant entendu que l'aventure, c'est la rencontre avec le surnaturel. Si la forêt de Brocéliande a la réputation sombre, c'est avant tout parce qu'elle va être le théâtre d'un récit mystérieux écrit au XIIe siècle par Robert de Boron. À travers son roman, cet homme d'église va annoncer l'arrivée d'un mage au service de Satan, un être exceptionnel qu'il va appeler Merlin.
Merlin est une sorte d'antéchrist qui est envoyé sur Terre selon les plans du diable. Il est le fruit de l'union entre le diable en personne et une jeune femme, une jeune vierge. Une jeune femme très religieuse, très pieuse, qui ne se souviendra même pas de ce qui s'est passé. Les cris de la mère de cet enfant démoniaque ont traversé les bois, figeant les arbres et répandant son sang dans tous les ruisseaux de Brocéliande. Une eau rouge comme le fer que l'on bat pour fabriquer ces armes, qui serviront lors des terribles batailles à venir sur les terres de Bretagne. Des guerres que cet enfant va mener, car si Merlin est le fils du diable, il en a tous les pouvoirs. De son père diabolique, il va avoir la connaissance du passé. Et de sa mère, qui est une pieuse femme, il va avoir la connaissance en fait du futur. Ce qui fait que pour un enfant qui, à la naissance, va commencer à parler et qui très rapidement va aussi émettre des prophéties, on a un personnage atypique et qui est empli de pouvoir. Il appartient à cette grande famille de fils sans père. Des enfants extraordinaires qui naissent d'une mère, mais dont le principe paternel est un principe surnaturel. À peine arrivé au monde, Merlin est capable de marcher et de parler. Il voit l'avenir, le passé. Il connaît tous les savoirs du monde. Et bien qu'il ne soit qu'un nouveau-né, il parcourt la forêt de Brocéliande sous une apparence inattendue. Un autre des traits de Merlin qui apparaît tout de suite, dès sa naissance, c'est le changement de forme et le changement d'âge. Il peut dans la même journée avoir tous les âges, c'est un maître du temps. On va parfois le trouver sous la forme d'un petit garçon âgé de 7 ans. Ça va parfois être le vieillard. Il tourne sur lui-même et quand il revient, il a changé de forme. Et c'est d'autant plus inquiétant qu'en un instant, vous ne savez plus qui vous avez en face de vous. Et ce Merlin-là inquiète. Merlin est un être sombre venu sur Terre avec les pouvoirs d'un mage. Mais à l'inverse de Jésus-Christ venu sauver les hommes, partout dans le royaume, on dit de lui qu'il est venu pour annoncer le retour de Satan et ouvrir à nouveau les portes de l'enfer. Ce Merlin, venu sur Terre pour faire autant de mal que le Christ a fait de bien aux hommes, pour ainsi remplir à nouveau l'enfer, qui s'est vidé puisque le Christ pardonne, le Christ permet la rédemption. Et ce Merlin, jusqu'à la fin, il va rester le fils du diable. Merlin se prépare durant une longue année d'exil à affronter le monde des hommes. Il sillonne la forêt de Brocéliande en compagnie de son ami Blaise, lui aussi doté de pouvoirs extraordinaires. Blaise, c'est ainsi que l'on nomme le loup en Bretagne. Un animal capable de parler et d'écrire. Merlin est souvent accompagné d'un personnage qui s'appelle Blaise, un grand loup gris à ses côtés, qui va être son ami, son confident et une sorte de scribe pour lui qui va écrire ce que Merlin raconte. Pour accomplir le premier chapitre de sa sinistre mission, Merlin doit d'abord faire venir au monde un roi qui servira ses desseins. Il rejoint alors le château de Compère, dont on trouve encore les ruines au cœur de Brocéliande. C'est ici qu'il devient conseiller à la cour d'Uther Pendragon, alors roi de Bretagne. Si on résumait, on dirait la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que Merlin est d'abord au service d'Uther Pendragon. Il va lui faire obtenir le trône, il va l'aider à vaincre les Saxons, il va l'aider, mais les armes à la main. Merlin n'est pas un pacifiste du tout. Merlin ne tue pas. Mais Merlin veut bien que les autres tuent en bataille s'il les dirige. Si Merlin aide à ce point Uther Pendragon, c'est parce que lui seul pourra mettre au monde le roi Arthur, à qui Merlin confiera la quête suprême. Mais pour que cet enfant vienne au monde, il faut qu'Uther Pendragon le conçoive, avec la duchesse de Cornouailles, qui a hélas pour lui déjà un époux. Uther se meurt de chagrin, il a tout essayé, il a offert des cadeaux à la duchesse, elle a refusé, il a mis le siège devant son château, le château est imprenable, donc il va vraiment mourir de douleur. Donc Uther demande l'aide de Merlin, lui demande tout simplement de trouver un moyen de lui permettre de passer une nuit en compagnie de la duchesse, donc qui est mariée au duc. Donc Merlin lui dit, bon moi l'amour c'est vraiment quelque chose de très étrange, mais je vais t'aider parce que toi seul peux engendrer le bon roi. Et il va lui donner pour une nuit le visage de l'époux de la duchesse de Cornouailles. Et cette nuit est extrêmement tragique, parce que pendant que Uther, avec l'apparence du duc de Cornouailles, rentre dans le château, rentre dans la chambre et va concevoir le roi Arthur, eh bien cette même nuit, le duc de Cornouailles est tué.
Et on se rendra compte le lendemain qu'il s'est passé quelque chose de tout à fait inexplicable. On a vu repartir le duc de Cornouailles, très heureux de sa nuit, à l'aube, et on apprend qu'il a été tué à minuit en bataille. Le jeune Arthur vient au monde et s'exile auprès de Merlin dans la forêt de Brocéliande. Le grand mage a décidé de faire de lui ce roi qui va sauver la Bretagne. Arthur va devoir mener de terribles combats, faire couler le sang sur la terre et ainsi remplir à nouveau l'enfer. Il disparaît pendant 15 ans et quand il revient, il retire l'épée Excalibur, il doit être roi. Sauf que être roi, ça ne s'improvise pas comme ça. Arthur arrive dans une Bretagne qui est déchirée par les conflits, par la guerre. Et c'est Merlin qui va lui apprendre les qualités du roi, le courage, la justice et la générosité. Il demande à Arthur de créer la table ronde parce que les chevaliers ont une mission, doivent amener l'ordre, la justice dans le monde. Et la dernière chose, ça va être de donner l'impulsion de la quête du Graal. Et une fois ceci accompli, eh bien, il aura mis en place tout ce qui est le destin, tout ce qui est le rôle du roi Arthur. Et là, il va se retirer. Cette quête extraordinaire que Merlin a confiée aux hommes est magnifiquement illustrée dans la seule chapelle au monde dédiée au Graal. Cette chapelle située aux abords de la forêt de Brocéliande raconte l'histoire de cette coupe qui a recueilli le sang du Christ. En lançant cette quête, Merlin a mis les vrais chevaliers au défi de retrouver la paix et d'éloigner à nouveau Satan du royaume des hommes. Mais à ce jour, l'endroit où se trouve le Saint Graal reste un mystère. Sa mission accomplie, Merlin va pouvoir rejoindre un autre royaume, celui des morts, un monde parallèle réservé aux plus grands de ce monde. Parce qu'il a été engendré d'une manière toute particulière, eh bien, il n'a pas le droit de mourir, mais de mourir vraiment, avant le jugement dernier. Donc il faut le retirer du monde sans le tuer. Et ça va être l'enfermement dans la forêt de Brocéliande, par Viviane. Pour mourir, Merlin s'exile dans la forêt où l'attend la fée Viviane. Cette charmante dame du lac va obtenir de lui ses pouvoirs extraordinaires, permettant de l'enfermer jusqu'à la fin des temps dans une prison d'air. Un endroit suspendu au-dessus du lac de Compère, un monde parallèle dans lequel Merlin va tomber en dormition. La première bénéficiaire d'une dormition, c'est la Vierge Marie, puisqu'on considérait qu'elle avait un corps humain, mais qu'un corps humain qui avait porté le Sauveur était un corps glorieux, donc on ne pouvait pas le laisser retourner à la poussière, passer par la décomposition et tout ce qui arrive. Donc on lui a attribué ce sommeil, ce temps suspendu. C'est une disparition, c'est un deuil, c'est un voile, mais de l'autre côté du voile, il est là. Ici à Brocéliande, on trouve le tombeau de Merlin. Un endroit où symboliquement on vient déposer des lettres et des offrandes dans l'espoir d'exaucer des prières. Le temps n'effacera sans doute jamais l'histoire de Merlin, car plus qu'un récit, sa légende est comme une prophétie annonçant 300 années durant lesquelles le souffle de Satan va s'abattre sur toutes les régions de France. Le diable est capable de métamorphose. Il peut prendre possession de n'importe qui, et surtout il va s'incarner dans un livre terrifiant, une sorte de bréviaire écrit en Alsace à la fin du XVe siècle. Un ouvrage qui va être à l'origine d'une vague de folie et de violence que l'on va appeler la chasse aux sorcières. Nous sommes en Alsace, à Rigvir, au pied des montagnes qui forment les massifs vosgiens. Ce village viticole a su conserver son visage d'autrefois, avec ses rues étroites et ses maisons construites en torchis et en colombage. Au XVe siècle, l'Alsace est alors sous la gouverne du Saint-Empire germanique. De nombreuses batailles ont poussé l'économie au plus bas, plongeant le pays dans une période sombre. Maladies, guerre, famine, inflation, tous ces phénomènes étaient très favorables à une montée, à un paroxysme de la peur. De toute façon, la mort est partout. C'est l'époque des danses macabres, des squelettes représentés sur les maisons. On rappelle tout le temps la devise des Württemberg, c'est « Die Stunde bringt End », ça veut dire que chaque minute nous rapproche de la fin. À Rigvir, l'espérance de vie est au plus bas. 40 ans en moyenne dans les milieux riches, quand on meurt à 25 ans chez les plus démunis. Partout, on pense que tout cela est l'œuvre du diable, qu'il est venu sonner la fin du monde,
et qu'il peut s'incarner dans n'importe qui. Les villes du Moyen-Âge et de la Renaissance sont des villes fermées. Il y a une enceinte fortifiée, souvent assez impressionnante, avec des tours qui jalonnent cette enceinte. Et ça veut dire que les gens vivaient en vase clos et d'une manière extrêmement redoutable pour ce qui concerne la surveillance des uns et des autres. Les gens avaient peur de tout, ils avaient peur du voisin, ils avaient peur d'eux-mêmes, ils avaient peur de Dieu. Et la rumeur va très vite et elle fait des dégâts absolument incroyables. La mort est partout dans les villes. Un climat froid s'est répandu dans les rues. À Rigvir, comme dans tous les autres villages, la population est sévèrement touchée par la peste, la syphilis et la famine. L'Alsace est à genoux. Partout on prie pour repousser Satan et tous ses démons qui sont venus répandre le mal. Dans les églises, on raconte que l'Antéchrist n'est pas venu seul. Il a pour complices les femmes. On est à ce moment-là en Europe dans un contexte de misogynie généralisée. La femme est un être inférieur, c'est une créature potentiellement satanique. Il n'est pas considéré comme un être humain à part entière. Et quand il est aux mains de Satan, il est redoutable et il faut absolument l'éliminer. À Rigvir, on soupçonne des sorcières d'avoir empoisonné l'eau, d'avoir détruit les cultures et semé la mort au service du diable. On était dans une situation où on attendait le jugement dernier et le fait qu'il y ait des bœufs empoisonnés, des maladies, que les sorcières, entre guillemets, aient lancé des maléfices, c'était insupportable pour une société qui voulait de l'ordre et qui voulait combattre l'insécurité. Les rues de Rigvir sont vides. Les femmes se cachent et restent chez elles avec leurs maris et leurs enfants. Les soldats inquisiteurs surveillent et interrogent les populations partout où ils passent. Nous sommes alors en 1480 et l'Inquisition n'a pas encore montré son vrai visage. 13e, 14e et même 15e siècle, on peut dire que l'Inquisition joue un rôle plutôt éducatif au sens théologique de ce terme. Elle va basculer dans l'horreur à la fin du 15e siècle et surtout 16e, 17e siècle. À cette époque-là, l'Inquisition est une chose monstrueuse. Allez. C'est en 1486 qu'un livre va faire basculer l'Inquisition dans 2 siècles de terreur. Ce livre, Le marteau des sorcières, a été écrit ici, par un dangereux moine dominicain réputé pour sa misogynie et son sadisme. Un certain Heinrich Kramer, qui se fait appeler Institoris, est l'auteur en 1486 d'un livre qui va être en quelque sorte le bréviaire des tortionnaires de l'Inquisition. Heinrich Kramer a mis au point un ouvrage mode d'emploi d'une nouvelle justice qui a pour arme la torture. Nous sommes à l'aube du XVIe siècle et dans toute l'Alsace, il est ordonné que ce nouveau code pénal soit suivi à la lettre par les tribunaux. C'est des tribunaux de maléfices, comme on les appelle. Ce sont des bourgeois, des artisans, des instruits de la ville qui vont devoir statuer de la vie ou de la mort des personnes accusées. Et il suffit d'être au mauvais endroit, au mauvais moment pour se voir accusé de sorcellerie et la machine infernale est enclenchée. Dans toute l'Alsace, des femmes sont arrêtées et enfermées dans les tours qui bordent les villes. Ces endroits qui servaient jusqu'à la fin du Moyen-Âge pour emprisonner les voleurs s'appellent désormais tours des sorcières. Celle de Rigvir est encore là pour témoigner des horreurs qui s'y déroulaient. C'est ici que les sorcières étaient enfermées, qu'on les jugeait et qu'on les torturait pour répondre à des chefs d'accusation qui reposent sur des critères délibérément arbitraires. Ça peut être soit des critères tout simplement physiques, une verrue, un nez de sorcière, une difformité. Ces tribunaux des maléfices vont devenir le théâtre de procès sordides. Pas d'avocat pour plaider la cause des victimes et ce code de procédure était quelque chose de très fermé. Et au bout, inévitablement, la sorcière était prise au piège. Il n'y avait pas d'échappatoire. La seule et unique façon d'échapper à la mort est de nier jusqu'au bout les faits reprochés. Mais pour cela, il fallait passer par une épreuve insoutenable, appelée la question. Au dernier étage de la tour des sorcières de Rigvir, on a installé au milieu de la salle du procès l'estrapade.
Un instrument de torture dont le protocole d'utilisation a été imaginé de toutes pièces par Heinrich Kramer. Lors de la question, on torturait la femme si elle ne donnait pas la réponse souhaitée. On suspendait les gens par les bras et on les étirait. La première question posée, est-ce que quelqu'un de votre famille a déjà été condamné pour sorcellerie? À quelle époque s'est passée votre rencontre avec le diable? L'aspect qu'avait le diable. Il y avait des règles, combien de fois on avait le droit de le faire par séquence, ou par exemple à quel moment on avait le droit éventuellement de leur accrocher des pierres en plus aux pieds pour les lester. Ensuite, on poursuivait l'interrogatoire. On pouvait lui suggérer la réponse ou carrément lui donner la réponse souhaitée et elle n'avait qu'à dire « oui, j'ai fait ça ». La plupart du temps, la victime craquait entre la deuxième et la troisième séquence et finissait par reconnaître les faits. On les accusait de quelque chose de totalement imaginaire. Et comme elles baignaient dans un imaginaire collectif extrêmement nauséabond et négatif, ces sorcières finissaient par dire ce qu'on attendait d'elles. Qu'elle avouait être passée par-dessus les remparts sur une truie rouge, sur des chats, sur une fourche. Il fallait qu'elle l'avoue et c'était tout à fait normal qu'elle donne cette réponse-là. Et à partir du moment où les aveux étaient prononcés, c'était le bûcher évident. Dans le livre Le marteau des sorcières d'Heinrich Kramer, il est stipulé que tout aveu est définitif et qu'il est impossible de se rétracter. La sorcière est par conséquent condamnée à une mort certaine et inévitable, car seul le feu sacré pourra la purifier. Le jour du bûcher ressemble à un jour de foire. À Rijkwier, les artisans profitent de l'occasion pour sortir leur stand, car la population est venue nombreuse assister au spectacle. La sorcière est placée sur le bûcher. À ses pieds, on a jeté ses papiers d'identité qui partiront avec elle jusqu'en enfer. Quand les sorcières sont brûlées, presque tout le monde est content. Les classes dominantes ont fait ce qu'il fallait faire. Et puis, il y a un sentiment de sécurité, parce qu'à court terme, la toxicité apportée par les sorcières a disparu. Une fois la victime brûlée, ses biens sont partagés entre l'église, les juges et le bourreau. La maison, les parcelles de vignes, les objets personnels, tout est saisi et redistribué. Quant au reste de la famille, dans le meilleur des cas, il est banni de la ville, quand dans d'autres, eux aussi sont menés au bûcher pour complicité de sorcellerie. Et ce manuel, Malleus, le marteau des sorcières, a fait beaucoup de dégâts. On estime à 20 000 personnes le nombre des femmes qui ont été brûlées vives. Au Pays Basque, un juge zélé, envoyé par la couronne, va faire des ravages, menant au bûcher 120 victimes en l'espace de 4 mois. À Marseille, un prêtre va tomber dans le piège de l'Inquisition, donnant lieu au procès le plus troublant de l'histoire de France. Quand dans les Pyrénées, les Cagots, une ethnie dont les origines restent inconnues, va servir de bourreau au service de la Sainte Inquisition. Une chasse aux sorcières terrifiante va alors commencer, donnant lieu à des faits historiques qui dépassent l'imagination. Nous sommes dans le sud-ouest de la France, au Pays Basque, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. Entre l'océan Atlantique et les Pyrénées se trouve Saint-Pé-sur-Nivelle. Un petit village typique de la région, avec ses maisons au bois rouge et son château, théâtre d'un massacre épouvantable en 1609. Dans ces murs, des dizaines de victimes vont être condamnées pour sorcellerie. Ça allait très vite. En 2 jours, on jugeait, on torturait, on brûlait. À l'origine de ce massacre, un juge zélé, réputé pour sa perversité envers les femmes et sa folie meurtrière. Sa personnalité ne pouvait pas déboucher sur autre chose que ces exécutions qui ont fait que le Pays Basque a flambé pendant 4 mois en 1609. Au début de l'année 1609, le Pays Basque est devenu un point de passage particulièrement sensible entre le Royaume de France et l'Espagne. Sur ordre de la couronne espagnole,
l'Inquisition fait rage dans tout le pays, poussant tous les opposants à la religion catholique à se réfugier en France. Le roi et la reine d'Espagne protègent cette religion catholique et déclenchent des flux migratoires qui font que, eh bien, on se retrouve dans ce pays avec des gens très différents, où on est en insécurité permanente. Ici comme ailleurs, et surtout à l'époque, on avait peur de l'autre. Cette peur de l'étranger finit par créer de nombreuses tensions dans tout le Pays basque. On commence à soupçonner certaines femmes venues d'Espagne d'être des sorcières. Certaines sont lynchées, quand d'autres soupçonnées d'avoir fait crever du bétail sont retrouvées mortes assassinées. À Saint-Pé-sur-Nivelle, les administrés du village décident d'employer les grands moyens pour apaiser les foules. Il y a d'abord 2 nobles qui sont envoyés pour demander à Henri IV d'intervenir parce que, dit-on, ce Pays basque est infesté de sorcières. Henri IV voit dans cet appel au secours l'occasion pour lui de réasseoir son autorité sur le Pays basque. Henri IV demande au Parlement de Bordeaux d'intervenir, enfin il nomme même un tribunal itinérant, et ce tribunal civil aura tous les pouvoirs, avec à sa tête le juge de l'Ancre. Pierre de l'Ancre se voit investi de cette mission extraordinaire au nom de la couronne. Cet homme zélé, à la réputation sulfureuse, va devoir décontaminer le pays de toutes ces sorcières. De l'Ancre est fou. Incontestablement, c'est un fou. C'est un fou investi d'un pouvoir, ce qui est le plus dangereux. Il avait lu suffisamment de traités de démonologie, et en particulier le livre Le marteau des sorcières. Il voyait le diable partout. Ce juge obscur, envoyé par Henri IV, est persuadé que Satan se cache derrière chaque habitant du pays. Ce livre, Le marteau des sorcières, qui l'a tant inspiré, lui a permis d'étoffer sa haine envers les Basques. Une haine qu'il a échafaudée sur d'incroyables préjugés. Il parlait des Basques comme un peuple inconstant. C'est un peuple qui parlait plusieurs langues et qui avait souvent 2 nationalités. Parler 3 langues, c'est suspect. Et puis suspect aussi, surtout, le droit des femmes. Ici, les femmes pouvaient hériter, les femmes avaient des droits. Et dans un pays misogyne comme la France de l'époque, autant vous dire que ça a été très, très mal perçu. Par-delà sa misogynie, Pierre de l'Ancre va aller jusqu'à s'en prendre aux marins du pays. Au XVIIe siècle, la baleine a disparu du golfe de Gascogne et les Basques prennent régulièrement la mer pour aller la pêcher jusqu'en Amérique. Une prouesse qui, pour le juge, est une nouvelle preuve irréfutable de sorcellerie. On disait à l'époque que dans la mer vivait un animal marin qui était l'allié du démon. C'était le Léviathan. Des Basques qui prennent la mer sans avoir peur du Léviathan, fatalement bénéficient d'une protection particulière du diable. Donc, en regardant vivre les Basques, il va confirmer juste ce que lui a dit son roi. C'est tous des sorciers au Pays basque. Bien qu'il soit d'origine basque lui-même, il a fait des Basques sa bête noire. Pierre de l'Ancre est convaincu que le Pays basque est gorgé de sorciers et sorcières, qu'il va falloir condamner au bûcher dans les plus brefs délais. Pour accomplir sa besogne, il va s'associer à une étrange femme, une sorcière repentie du nom de Morgui. Pierre de l'Ancre, il a beaucoup lu, mais il ne sait pas très bien comment s'est fait une sorcière, il n'en a jamais vu. Et donc Morgui est chargé de ça. La jeune femme est l'alliée parfaite pour identifier les sorcières. Elle se dit capable d'en reconnaître une simplement en croisant son regard. Pierre de l'Ancre et son étrange assistante décident alors de commencer la décontamination du pays à Saint-Pé-sur-Nivelle, où il s'installe dans l'unique hôtel du village. Quand il arrive dans cet hôtel, il se passe quelque chose d'extraordinaire le 5 septembre. De l'Ancre et Morgui dorment à cet hôtel. Pierre de l'Ancre s'endort et la nuit se déroule en apparence normalement. Le lendemain matin, Morgui se précipite dans la chambre du juge. Elle semble terrorisée, car il s'est passé quelque chose d'incroyable au cours de la nuit. Elle vient raconter le lendemain que pendant la nuit, elle a entendu du bruit venant de la chambre de Pierre de l'Ancre, qu'elle s'est approchée, qu'elle a regardé par le trou de la serrure et qu'elle a vu une messe noire pendant que de l'Ancre dormait. Elle a reconnu soi-disant les gens. Donc le lendemain, elle raconte tout ça.
Delancre est le premier surpris. Quand il se réveille, il n'a rien entendu, il n'a rien vu. Vraisemblablement, Morguet a une sorte de rêve hallucinatoire dans lequel elle a vu des personnes qu'elle connaît. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le matin même, le juge ordonne que ces 5 femmes, vues en rêve, soient arrêtées. En début d'après-midi, elles sont déférées dans son bureau qu'il a fait aménager dans les sous-sols du château. Delancre était accompagné d'un greffier. Il y avait la jeune gitane Morguy qui était chargée de découvrir les traces du diable. Cette procédure particulièrement douloureuse pour les accusés fait partie du code pénal de l'époque. Elle permet d'identifier avec certitude une personne qui a conclu un pacte avec Satan. Elle avait un stylet pointu et donc elle piquait le corps des accusés dans ce château jusqu'au moment où l'accusé ne réagissait plus. À partir du moment où elle piquait et qu'il n'y avait pas de réaction, la marque du diable était là où elle avait piqué. La marque du diable est trouvée sur les 5 femmes. Preuve pour le juge qu'elles ont toutes eu une relation avec Satan. Pierre Delancre convoque alors des témoins qui vont confirmer ses soupçons. Il est notamment rapporté que les 5 femmes ont été vues à Zougaramourdi, une grotte située à 5 km de Saint-Pé-sur-Nivelle. Cet endroit est connu comme étant un haut lieu de sorcellerie. Le juge Delancre se rend alors sur place et découvre effaré cet endroit sordide. Les témoins lui confirment que c'est ici, dans ces immenses grottes, que les accusées ont été vues en train de participer à des messes de sabbat, au cours desquelles elles ont pactisé avec le démon. En fin d'après-midi, de retour à Saint-Pé-sur-Nivelle, Pierre Delancre ordonne immédiatement le commencement du procès. La présumée coupable devait rentrer dans le tribunal à reculons, de manière à ce que son regard ne puisse pas capter le regard des juges. Et l'interrogatoire commençait. On faisait asseoir l'accusé sur la sellette, d'où l'expression, donc c'est un petit tabouret à 3 pieds, et donc on lui posait toutes sortes de questions, évidemment sans avocat. Elles avouaient avoir participé au sabbat, elles avouaient avoir mangé des crapauds, mangé de la chair de pendu, de cadavres déterrés. Et comme elles avaient avoué, ces personnes, qu'elles s'étaient accouplées avec le diable lors des messes noires qui se sont passées sur la Rune. Dès le lendemain, elles étaient condamnées au bûcher. Début juin, les 5 sorcières sont brûlées à Saint-Pé-sur-Nivelle devant une foule vindicative qui voit là enfin l'occasion de se débarrasser de ces étrangères qui ont immigré au pays. Le juge Pierre Delancre est déterminé à continuer cette chasse aux sorcières et doit imaginer un moyen d'en arrêter d'autres. Il va lui falloir trouver un nouvel élément à charge. Et l'élément, il va le trouver dans les troncs des églises où des habitants vont commencer à dénoncer. Ce phénomène de délation encouragé par Pierre Delancre, il aura du succès parce que tout le monde, quelque part, tout le monde a peur. Tout le monde est inquiet de l'avenir, la vie n'est pas sûre. Pierre Delancre fait installer à l'église de Saint-Pé-sur-Nivelle un tronc dans lequel les villageois peuvent glisser le nom des femmes soupçonnées de sorcellerie. Et pour qu'aucune d'elles ne puisse entrer dans l'église, il ordonne que des grains de sel, redoutables repoussoirs à sorcières, soient jetés partout sur le sol. Entre juin et juillet 1609, 43 noms de femmes sont donnés et toutes sont arrêtées, condamnées et brûlées. Pierre Delancre est cependant préoccupé. Les dénonciations pourtant nombreuses ne lui suffisent pas. Il décide alors de s'intéresser de près à la parole des enfants. Pour le juge, ces petits basques sans défense sont manipulables à souhait. Et comme le dit l'adage, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. On raconte des histoires de démons, de loups-garous, des histoires de sorcières. Que les enfants sont là, ils écoutent dès le plus jeune âge. Et quand Pierre Delancre va interroger ses enfants, il va raconter ces histoires de démons, de sorcières. Et pour peu qu'ils aient dans leur entourage quelqu'un qui leur est déplu ou qui sent pas bon ou qui trouve désagréable, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner des noms.
Et c'est comme ça aussi, c'est là un peu aussi leur contribution involontaire à cette horreur qui a eu lieu à Saint-Pé. La machine diabolique mise en place par Pierre Delancre aurait pu ainsi continuer longtemps. Pourtant, elle va s'arrêter début novembre, lorsqu'un enfant interrogé par le juge va dénoncer 5 prêtres. Les dénonciations portaient également sur les prêtres, qui étaient accusés aussi, donc le jour faisant des messes ordinaires et la nuit faisant des messes sataniques. C'est peut-être l'erreur funeste de Delancre. À partir du moment où il s'attaquait aux prêtres, eh bien, Bertrand Deschaux, qui connaissait bien Henri IV, est intervenu auprès de lui pour que cesse cette action-là. Bertrand Deschaux, archevêque de Bayonne, convainc le roi Henri IV de faire cesser cette décontamination au Pays basque. 3 prêtres sur les 5 arrêtés seront sauvés in extremis, alors que les 2 autres passeront sur le bûcher. À la mi-novembre, le juge Delancre est destitué de sa mission et prié de rentrer chez lui, à Bordeaux. On pourrait croire que finalement Delancre est parti un petit peu la queue entre les jambes, mais il n'en est rien. Il n'est pas parti tout seul, il a amené avec lui 200 personnes qui vont continuer à attendre leur libération. Alors pour certaines, ils ne la verront jamais, pour d'autres, ça sera 10 ans après. Mais en tout état de cause, personne ne l'a inquiété avec son départ de 200 accusés potentiels. Pierre Delancre va se battre jusqu'à la fin de sa vie contre ces sorcières, qu'il continuera impunément à torturer au fort du A, à Bordeaux. Quant aux habitants de Saint-Pé-sur-Nivelle, ils ont continué tout au long du XVIIe siècle à jeter du sel devant les maisons et à l'église pour éloigner les sorcières. D'ailleurs, à l'église, à Saint-Pé, les gens qui la nettoient trouvent encore des cristaux de sel, preuve que cette histoire a marqué durablement ce village, dont certains habitants m'ont dit qu'ils avaient encore du mal à passer devant ce château-là. Les ruines du château sont encore là pour témoigner de ce massacre, qui aura plongé le village de Saint-Pé-sur-Nivelle dans 4 mois de violence en 1609. Parmi les victimes, on compte 118 femmes et 2 prêtres, tous condamnés dans ces murs au châtiment le plus extrême, être brûlés vifs. Si l'Inquisition a majoritairement condamné des femmes, c'est parce que ces dernières n'avaient rien pour se défendre. Qu'elles avouaient facilement leurs prétendus crimes dans l'espoir d'éviter la torture et se laissaient mener jusqu'au bûcher, pensant être réellement coupables de sorcellerie. Parmi les rares hommes qui ont eu affaire à l'Inquisition, il existe un mage qui a marqué l'humanité tout entière. Un devin, un sorcier, un prédicateur de génie, Nostradamus. Son histoire commence dans le sud de la France, entre les Alpes et la Côte d'Azur, à Saint-Rémy-de-Provence. C'est ici, dans cette ville surnommée Petite Capitale des Alpilles, qu'a vu le jour ce mage extraordinaire, dont la renommée a traversé les siècles. Un homme qui s'est fait connaître grâce à d'étranges prophéties, écrites sous forme de petits poèmes, qui nous projettent jusqu'en 3797. Accidents, guerres, catastrophes naturelles et peut-être même fin du monde. À travers ces mystérieuses prophéties, Nostradamus semble réserver un destin sombre à l'humanité. Il prétend détenir les clés du futur. Est-ce que c'est un être inspiré ou est-ce que c'est un imposteur? Ça fait un personnage qui est, à l'image de ses écrits, un personnage labyrinthe dont on ne sait pas toujours par quel bout pouvoir le prendre. Derrière ce prophète qui a fait l'objet de tous les fantasmes, se cache en réalité un véritable génie de la Renaissance. La Renaissance, c'est une explosion artistique, une explosion scientifique, intellectuelle. Et lui, il arrive à un moment où on n'attendrait plus quelqu'un qui pourrait se prévaloir du titre de prophète. C'est l'événement de l'époque Nostradamus. Cet homme que rien n'arrête va aller jusqu'à défier l'Inquisition pour livrer un message à l'humanité. Un message mystérieux que personne à ce jour n'a encore su déchiffrer. Il a mis sa vie en danger pour transmettre ce message. Des amis à lui sont morts sur le bûcher.
Il a été régulièrement qualifié de son temps de Monstradamus. Pour comprendre le sens caché de ces prophéties, aussi fascinantes qu'effrayantes, historiens et scientifiques s'accordent à dire que la clé de l'énigme Nostradamus se trouve au cœur de sa vie. Comprendre son parcours, son époque, est sans doute la meilleure façon de trouver la clé de ce mystère. Sa vie commence ici à Saint-Rémy-de-Provence, le 14 décembre 1503. Nostradamus s'appelle alors Michel de Notre-Dame. Fils d'une famille juive convertie au catholicisme, il fait son éducation auprès de son grand-père, un éminent médecin qui l'initie aux sciences. Il est éduqué par son grand-père maternel, Jean de Saint-Rémy, qui va lui apprendre les premières notions mathématiques, astronomie, médecine. Michel de Notre-Dame grandit. Il s'intéresse de près à la médecine et devient dans un premier temps apothicaire. Son métier l'oblige à parcourir la campagne pour ramasser ses plantes avec lesquelles il prépare des médicaments. Parmi ses lieux de prédilection, il aime particulièrement se rendre à Glanum, un ancien site romain situé sur les hauteurs de Saint-Rémy-de-Provence. Au milieu de ces ruines, témoin d'une civilisation disparue, Nostradamus fait une première découverte d'importance. À l'époque, la ville de Glanum ne sortait pas de terre. Il n'y avait que deux choses qui émergeaient, c'était l'Arc de Triomphe, mais aussi ce qu'on appelle le mausolée. Donc Glanum était enfoui, mais par-dessous, par les carrières, on avait accès à des boyaux longs qui pouvaient laisser penser qu'il y avait eu quand même une grande civilisation là. À l'époque, l'archéologie n'existe pas encore. Pourtant, Nostradamus, curieux de nature, va fouiller la terre. Il va trouver des représentations de divinités, des armes, des ossements de soldats morts lors de guerres passées. Autant d'indices racontant que les civilisations viennent et disparaissent. Il a une vision cyclique du temps. Il sait que les maladies reviennent, comme les saisons reviennent. Il sait que les batailles reviennent et que l'homme étant ce qu'il est, ça reviendra sans cesse jusqu'à la perte de l'humanité. En observant ces ruines, mais aussi les étoiles, Nostradamus comprend que le monde semble tourner comme une aiguille qui revient perpétuellement à son point de départ. Curieux d'en apprendre toujours davantage, il décide de rejoindre la plus grande faculté de médecine de son époque à Montpellier pour perfectionner sa compréhension de l'univers qui l'entoure. Nostradamus, en faculté de médecine de Montpellier, sera amené à étudier l'astrologie. L'astrologie, à cette époque-là, fait partie intégrante des études de médecine. À cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose pour soigner. On utilisait des remèdes de grand-mère et en tout cas, on se fiait au destin, aux astres. Et cette connaissance de l'astrologie médicale va amener Nostradamus à pratiquer l'astrologie judicielle, c'est-à-dire l'astrologie qui permet de calculer la conjonction de planètes et de deviner, de faire des prophéties, de parler d'horoscope, de parler de l'avenir des gens. Lorsqu'il achève ses études de médecine, Michel de Notre-Dame se retrouve confronté à une forte épidémie de peste. À force de lecture, d'expériences et de recherches approfondies, il comprend alors que la clé de la guérison de tous ces miséreux est sans doute là, devant lui, dans un univers parallèle que l'œil ne saurait voir. Une découverte qui va lui ouvrir les portes de la célébrité. Il pense que ça s'attrape, les maladies, par des êtres invisibles. Peut-être par l'air que l'on respire ou par les vêtements que l'on porte. Et lorsqu'il approche ces malades pour leur donner sa préparation, c'est ce qui lui fait gagner autant de notoriété. Grâce à ses prouesses en tant que médecin, Nostradamus commence à faire parler de lui. Il décide alors de dépasser ses connaissances en astrologie médicale, en s'intéressant de plus en plus aux horoscopes divinatoires. Une pratique formellement interdite au XVIe siècle, car utiliser les astres pour y voir des présages est qualifié de crime de sorcellerie. Nostradamus s'installe à Agen et il va se marier une première fois. Il aura 2 enfants. Malheureusement, on arrive là à un épisode un peu dramatique de sa vie. Nostradamus est convoqué par le tribunal de l'Inquisition. Nostradamus ne va pas se rendre à cette convocation de l'inquisiteur, il en a bien trop peur. Il va s'éloigner
pour que l'inquisiteur l'oublie. Et Nostradamus part 2 ans, ça suffit pour se faire oublier. Mais quand il revient, il apprend que sa femme et ses 2 jeunes enfants viennent de mourir d'épidémie. Il y a eu des épidémies de peste, de choléra, et Nostradamus se retrouve veuf. Ce drame va profondément l'affecter. Fou de douleur, Nostradamus décide de s'exiler, abandonnant derrière lui toute cette vie qu'il avait construite. Une errance à travers la France et l'Italie, au cours de laquelle quelque chose va profondément changer en lui. Malgré les risques encourus auprès de l'Inquisition, il va plus que jamais perfectionner sa connaissance des étoiles, au point de dépasser tous les astrologues de son époque. À la fin de ce mystérieux voyage, il s'installe en 1545 à Salon de Provence. Il se remarie et donne à sa nouvelle femme 6 enfants. Pendant la journée, il reprend ses consultations de médecin et à la nuit tombée, il se met à écrire des prophéties. Lorsqu'il commence son texte des prophéties, les 2 premiers quatrains expliquent sa façon de travailler. La nuit, il lui faut du calme, de la concentration. Quand il est dans cet état second, il dit « Splendeur divine, le divin près s'assied ». Il est divinement inspiré. Alors, il explique qu'il voit des choses et qu'il va poser des dates avec ses connaissances astrologiques et astronomiques. Nostradamus termine en 1555 un recueil de 100 quatrains énigmatiques sous forme de petits poèmes. L'ouvrage rencontre immédiatement un vif succès. Partout en France, on s'amuse à essayer de comprendre ces petits poèmes, à y voir des présages. Parmi ces quatrains, certains semblent plus faciles à interpréter, et en particulier un qui va retenir l'attention. On commence à dire à ce moment-là que dans un des fameux quatrains de Nostradamus, on aurait un quatrain qui parle de la mort du roi. C'est un quatrain qui est extrêmement bouleversant puisqu'il nous dit le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, 2 plaies une, puis mourir mort cruelle. Ce quatrain qui semble prédire la mort du roi au cours d'un futur duel lui vaut d'être remarqué à la cour. Catherine de Médicis, passionnée d'occultisme, se rend à Salon de Provence au château de Lampéry. C'est dans cette forteresse du IXe siècle qu'elle rencontre Nostradamus pour lui parler de ce mystérieux quatrain. Elle comprend alors que si la prédiction dit vrai, le roi risque de mourir prochainement, à moins de parvenir à l'en dissuader. Catherine de Médicis essaye de l'empêcher de participer à ce duel. Mais le roi est très fier et arrive ce qui est arrivé. Il va donc croiser la lance contre le jeune comte Montgomery. Ce jeune comte, malheureusement, va placer sa lance dans le aume du roi. L'œil est crevé. Le roi va mourir d'ailleurs dans d'atroces souffrances par une septicémie. Partout en France, dans les milieux intellectuels, on pense que cet homme est un génie, quand d'autres le soupçonnent d'être un sorcier. Comment Nostradamus a-t-il pu ainsi prédire la mort du roi? Qui se cache réellement derrière cet homme cartésien, expert en sciences et éminent médecin? Il intitule le livre qu'il a rendu célèbre « Les prophéties de maître Michel Nostradamus ». En intitulant le livre de la sorte, forcément, il se positionne comme prophète. Catherine de Médicis, bouleversée par cette prédiction extraordinaire, se rapproche de Nostradamus, qui devient alors son médecin personnel. Mais le grand prophète, dont tout le monde aimerait connaître les secrets, meurt subitement en 1566. Il laisse derrière lui un mystérieux message. Des centaines de lignes écrites sous forme de petits poèmes, difficilement interprétables, qui semblent faire référence à des périodes du futur, au cours desquelles il décrit le destin de l'humanité. Une énigme dont la clé serait dissimulée au cœur de ces prophéties. Cette première édition des Centuries, publiée à Lyon en 1555, commence, et c'est là l'important, par une épître, par une lettre que Nostradamus adresse à son fils César, qui est l'aîné de ses garçons. Il ne faut pas oublier que César a 1 an quand il écrit ce texte des prophéties. Donc à travers cette préface, c'est à nous qu'il donne des conseils pour comprendre le texte. Il lui dit « Mon fils, tu es bien trop jeune pour comprendre.
je parle du passé, du présent et de l'avenir, et j'ai calculé jusqu'en 3797. Mais il y dit surtout, j'ai volontairement mélangé l'ordre des vers. Nostradamus a mélangé les mots, les quatrains. Il a utilisé plusieurs langues, français, latin, anglais et provençal. Autant de signes qui font partie de cette mystérieuse énigme. Les prophéties de Nostradamus sont si complexes qu'elles permettent toutes les interprétations, y compris les plus fantaisistes. L'histoire du XXe siècle est jalonnée de tragédies, et avec un peu d'imagination, il n'est pas difficile d'appliquer des quatrains à ces événements. Ces partisans aujourd'hui ont tendance à prendre tout en bloc, et dans chacun de ces quatrains, ces partisans supposent qu'il est détenu la description d'événements futurs. J'émets l'hypothèse qu'en fait, il se serait servi de stéganographie. C'est un principe qui consiste à dissimuler des éléments essentiels au milieu d'un ensemble relativement flou. Il dit qu'il a tout mélangé parce que l'Inquisition est là qui le guette. Ensuite, parce que ça n'est pas à livrer tel quel. C'est un petit peu comme les initiés, les sociétés secrètes. On ne peut pas dire tout à tout le monde, parce que ceux qui ne sont pas préparés s'enflamment très vite. C'est une histoire sérieuse quand même, Nostradamus. En élaborant ce code, Nostradamus savait que le secret de ses prophéties serait gardé pour longtemps. Aujourd'hui, les historiens qui travaillent à la résolution de l'énigme Nostradamus pensent que ce grand mage a probablement caché dans une ruine ou un tombeau un message qui contiendrait la clé de son code. À ce jour, rien n'a encore été découvert. Des fouilles sont toujours en cours autour de Salon et Saint-Rémy de Provence pour qu'enfin un jour, on puisse percer ce mystère. Si Nostradamus a pu échapper de peu au feu de l'Inquisition, d'autres hommes n'ont pas eu cette chance et ont été condamnés. Et les rares fois où cela s'est produit, l'événement a été retentissant. C'est le cas du procès intenté contre le curé des Accoules en 1611, l'affaire la plus étrange qui se soit présentée devant une cour de justice. L'affaire Gaufridi, qui a marqué la France de Louis XIII, et l'histoire de la justice pénale pour plusieurs siècles. Nous sommes au début du XVIIe siècle à Marseille. La ville connaît alors de grandes transformations. On construit, on rénove pour lui donner ce visage qu'on lui connaît aujourd'hui. Au cœur de la cité phocéenne se trouve la plus prestigieuse paroisse de la ville, l'église des Accoules, où officie Louis Gaufridi. C'est un jeune prêtre, il est né dans les années 1572-1573. Il a l'avenir devant lui, on le décrit comme le plus beau prêtre de Marseille. Donc il séduit, il charme, et pas seulement les femmes, il charme son auditoire. On vient de tous les quartiers de Marseille pour assister aux offices du jeune prêtre. Partout dans la ville, on parle de ces sermons qui rencontrent un formidable succès. De riches familles marseillaises le sollicitent pour qu'il devienne leur confesseur particulier. C'est le cas de la famille de Mandolx de la Palue, avec laquelle Louis Gaufridi se lie d'amitié et propose ses services. Madame de Mandolx de la Palue va le prendre comme confesseur pour elle-même et pour ses filles, pour leur enseigner les bonnes manières, pour leur enseigner le latin et pour leur enseigner le catéchisme, en vue de préparer les jeunes filles à rentrer au couvent, non pas pour devenir religieuses, mais pour parfaire leur éducation religieuse. Parmi les 3 filles dont il a la charge, Louis Gaufridi s'attache plus particulièrement à Madeleine, une jeune adolescente de 17 ans, dont la beauté ne le laisse pas indifférent. Madeleine, elle a un caractère un peu fragile. Du coup, Louis Gaufridi va être extrêmement présent auprès d'elle. Des sentiments, en tout cas dans un premier temps, de Louis Gaufridi envers cette jeune fille vont se développer. Au début de l'été 1609, Louis Gaufridi fait envoyer Madeleine au couvent des Ursulines d'Aix-en-Provence. Il lui rend régulièrement visite et s'attache de plus en plus à elle. Mais au bout de quelques semaines, Madeleine s'y sent mal, si mal qu'elle y fait d'étranges malaises. Ce qu'il a placé aux Ursulines d'Aix, apparemment, Madeleine ne va pas très bien vivre la chose. On l'a arrachée à ses parents, elle a 17 ans, elle est toute jeune, elle est en dépression. Mais à l'époque, on ne sait pas ce que c'est que la dépression nerveuse. Donc, on interprète ça comme de la possession démoniaque.
D'autant plus qu'elle est quand même animée de phénomènes qui sont suspects. Madeleine manifeste de violentes terreurs nocturnes. Ses cris se font entendre dans tout le couvent d'Aix-en-Provence, perturbant ainsi ses camarades. Les sœurs qui l'ont prise en charge ne savent plus quoi faire tellement ces crises sont inquiétantes et incontrôlables. Elle va être renvoyée chez elle parce qu'on ne peut pas laisser une hystérique dans un couvent. Et là, Louis Gaufridi va être extrêmement prévenant vis-à-vis de Madeleine. Et il faut bien le constater, ça va mieux. Donc elle est renvoyée au couvent d'Aix-en-Provence. Et au couvent d'Aix-en-Provence, de nouveau, crise d'hystérie. Et là, chose qui ne s'était pas produite la première fois, d'autres filles vont faire des crises d'hystérie. Donc le confesseur du couvent des Ursulines va prescrire, en fait, réellement comme une prescription médicale, à Madeleine et à d'autres jeunes filles de faire le tour des lieux saints de Provence. Le lieu saint parmi les plus importants, c'est la grotte de la Sainte-Baume, où vit Sébastien Michaëlis, un exorciste. À l'automne 1610, Madeleine, accompagnée de 2 prêtres, se rend à la Sainte-Baume, où vit Sébastien Michaëlis. Ce dominicain expérimenté est alors le plus grand prêtre exorciste de France, au service de l'Inquisition. Il n'est pas tout à fait novice en la matière, Sébastien Michaëlis. Il a officié à Avignon quelques années avant et il a conduit sur le bûcher 18 sorcières. Donc, les affaires de possession démoniaque, il connaît. À leur arrivée à la nuit tombée, Madeleine est en transe. Elle est alors enfermée dans une chambre où d'étranges convulsions la prennent. Sébastien Michaëlis est appelé auprès d'elle. Lorsqu'il entre dans la chambre, elle se calme subitement et des sons étranges se font entendre aux alentours du lieu saint. On entend hurler la nuit, dans la forêt, le diable, des hurlements diaboliques. Et donc ça contribue à penser qu'elle est effectivement possédée et qu'il est temps de commencer les exorcismes. Madeleine et ses consoeurs vont être exorcisées. Donc là, elles sont mises à genoux, couchées, tenues par des prêtres qui vont invoquer les démons pour les nommer et les faire sortir du corps de Madeleine. Pour extraire un démon d'un corps, il faut le nommer. Donc il faut trouver quel est le démon qui vous possède. Donc on va chercher, on va appeler les 666 démons, 666 étant le chiffre du diable depuis l'Apocalypse de Saint Jean. Les premiers exorcismes ne donnent rien sur Madeleine. Mais au 4e mois, le 13 janvier 1610, une séance d'exorcisme va donner lieu à une incroyable révélation. On va donc inventorier le nombre de diables qui sont en elle. Celui qui est le plus loquace, c'est Vérine. Et c'est elle qui parle pour lui. Sébastien Michaëlis questionne Vérine. Madeleine, prise de convulsion, va leur donner un nom. Le nom de celui qui l'a livré au diable, celui de Louis Gaufridi. On va commencer à parler de Gaufridi, puisque c'est lui qui l'a amené au diable. Alors par des attouchements, et puisqu'on va parler assez rapidement de perversion sexuelle. Sébastien Michaëlis est convaincu que Gaufridi a quelque chose à voir avec la possession de Madeleine. Le jour même, il ordonne que le jeune prêtre soit amené à son tour à la Sainte-Baume. On va convoquer Gaufridi, on va l'amener de force d'ailleurs, et il va être confronté à Madeleine. Et Madeleine va dire que c'est lui, et notamment en disant qu'il l'a possédé. Et par la possession, le diable semble être rentré en elle. Il est exorcisé, ça lui fait apparemment pas grand-chose. Et paradoxalement, ça va laisser penser à Sébastien Michaëlis que Gaufridi est un sorcier. Du coup, Sébastien Michaëlis va vouloir retenir, il va vouloir emprisonner Gaufridi, mais il n'a pas le droit de le faire. Donc il va porter l'affaire devant le Parlement de Provence et devant le président Guillaume Duvert. La machine judiciaire implacable va se mettre en route. À l'époque, ça s'appelle l'Inquisition, hein, ça fait trembler et il y a des raisons que ça fasse trembler parce qu'au bout de l'Inquisition, il y a le bûcher. Guillaume Duvert ordonne que Louis Gaufridi soit arrêté et mis en prison au palais comtal d'Aix-en-Provence, le temps de commencer son enquête. Partout dans la région, on apprend que le jeune prêtre a donné son âme au diable, que c'est un sorcier et qu'à la nuit tombée depuis sa prison, il est capable de choses terrifiantes. Pendant son séjour dans les géoles du palais comtal, en sous-sol, hein, il est vraiment isolé. Un vent diabolique court sur Aix, puisqu'on entend la nuit les chiens hurler à la mort.
Et les chats huants, c'est-à-dire ces moitié chouettes, moitié chats, qui vont déchaîner de fureur de bruit pendant ces nuits aixoises, où là, tout le monde est convaincu que Gaufridi n'a pas qu'un diable en lui. Guillaume Duvert ordonne que Madeleine et Louis Gaufridi soient vus et expertisés par un collège de médecins. Il est d'abord constaté que Madeleine n'est plus vierge et qu'elle porte d'étranges traces sur tout le corps. Ces marques du diable vont également être trouvées sur Louis Gaufridi. Les longues aiguilles qu'on lui enfonce dans le corps vont montrer son insensibilité à la douleur, preuve irréfutable que Satan est en lui. On va trouver plusieurs dizaines de marques sur le corps de Gaufridi, le rapport en fait état de 40, et on trouve 3 marques sur le corps de Madeleine. Donc tous les deux sont effectivement possédés par le diable. Mais pour Gaufridi, ça veut dire aussi qu'il a vendu son âme au diable. Louis Gaufridi est accusé d'avoir réussi à séduire Madeleine et d'autres femmes en utilisant ses pouvoirs de sorcier que Satan en personne lui a donnés. Il est déféré devant le Parlement de Provence début avril 1611. À Marseille, c'est l'effroi. Les nombreuses familles qui faisaient partie de ses fidèles sont contraintes de venir témoigner dès l'ouverture de son procès. Les prêtres qui sont autour de lui à l'église des Accoules à Marseille vont le charger pendant le procès, mais également les maris de ces femmes qui tournent autour de ce prêtre en se disant tiens, peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec ma femme, et alors qu'elle passait un certain nombre d'heures avec lui. Donc à partir de ce moment-là, il faut obtenir ses aveux. Louis Gaufridi nie en bloc tout ce qu'on lui reproche. Il n'est pas ce sorcier diabolique, pervers et sadique. Mais ces marques du diable trouvées sur son corps ne mentent pas. Il est alors conduit en salle de torture, où l'attend le bourreau. Gaufridi va perdre pied à ce moment-là. Il voit que les choses lui échappent et il a peur de la torture, mais en même temps qu'il ne l'aurait pas. Donc il va avouer. Il va avouer qu'il a emmené Madeleine, qu'il l'a séduite, qu'il a conclu un pacte avec le diable, que le diable lui a donné le pouvoir de séduire les femmes en leur soufflant dessus, et qu'à partir de ce moment-là, elles ne peuvent pas résister à ses avances. Alors il parle de Madeleine, mais il parle même d'autres femmes, sans les nommer, mais en disant qu'il en a séduit d'autres. Et il va vite se rétracter, mais c'est trop tard. Louis Gaufridi est tombé dans le piège. Lui qui croyait échapper à la torture et à la mort en passant aux aveux, finit par écoper de la pire des sentences, celle d'être condamné à brûler vif sur le bûcher. Mais avant cet ultime supplice, un autre tout aussi violent va lui être infligé. À l'époque, celui qui est condamné à la peine de mort est torturé, dans tous les cas, parce qu'on estime qu'il n'a plus rien à cacher, et donc on va essayer de lui soutirer le nom de complice. Il va être soumis à l'estrapade. Donc, douleur intense, déchirure musculaire. L'estrapade va être appliquée 3 fois sur Gaufridi et il ne lâchera pas le nom de complice. Donc à ce moment-là, la torture s'arrête, on estime qu'il n'y a pas de complice. Le 29 avril 1611, la sentence est prononcée en public par Guillaume de Vers. Louis Gaufridi est condamné à la peine capitale pour crime de sorcellerie et possession démoniaque sur des femmes. Il est condamné à mort, il est condamné à être brûlé vif et ses cendres dispersées aux 4 vents. Mais avant ça, il va être dégradé de son statut de prêtre, donc dégradé par l'archevêque d'Aix-en-Provence, devant la porte de la cathédrale d'Aix-en-Provence, de la cathédrale Saint-Sauveur, et ensuite il fera le tour en pénitence de toutes les églises d'Aix-en-Provence pour demander pardon à Dieu, au roi et à la justice. On va lui faire le tour de la ville, ce qu'on appelle l'amende honorable. Ça va durer 4 heures. 4 heures au cours de laquelle il est traîné dans les rues d'Aix et où les gens vont déchaîner leur haine envers lui, lui cracher dessus, l'insulter, jusqu'au moment où on va l'amener à la place des prêcheurs, au bûcher. Et il aura le soulagement quand même, dernier soulagement avant de mourir. Il a obtenu la grâce d'être étranglé avant de brûler. Le 30 avril 1611, Louis Gaufridi est emmené sur la place des suppliciés d'Aix-en-Provence, où il est attaché au bûcher pour abréger ses souffrances. Le bourreau commence à étrangler Louis Gaufridi, mais le brasier s'est tellement enflammé vite que le bourreau est obligé de sortir du brasier avant d'avoir terminé son œuvre. Quelques heures avant l'exécution, Madeleine, accompagnée de sa mère, se sont présentées devant Guillaume de Vers avec une lettre stipulant qu'elle avait menti, que Louis Gaufridi n'a jamais rien fait de diabolique
et qu'ils se sont simplement aimés. Cette lettre, qui a été conservée, sera jointe au dossier, mais laissée sans suite. Le 30 avril 1611, Louis Gaufridi succombe sous les flammes. Et on va faire l'énorme bêtise, dit-on, de disperser ces cendres au vent. Et ces cendres se sont dispersées dans toute la Provence. Et certains auteurs ont accusé les cendres de Gaufridi d'avoir lancé une vague de sorcellerie sans précédent sur la Provence au XVIIe. Et le fait que les gens vont chercher partout les croix sur les portes, les griffes du diable sur les margelles des puits, les marques du diable sur les gens, et ils vont être obsédés par la possession démoniaque pendant toute une partie du XVIIe. Satan est partout. Il peut prendre possession d'un enfant, d'une vieille femme, d'un vieillard. Dans la plupart des cas, des êtres faibles, sans défense, qui, dit-on, ont l'esprit trop fragile pour résister aux démons. Parmi les victimes qui vont faire l'objet de ces suspicions démoniaques, on trouve une ethnie dont il reste très peu de traces en France. Des êtres que l'on dit différents, des sorciers eux aussi œuvres du diable, que l'on va aller jusqu'à soupçonner de venir d'un autre monde. Cette minorité qui intrigue encore aujourd'hui de nombreux historiens s'est installée notamment à Sauveterre en Béarn, un petit village situé au pied des premières montagnes des Pyrénées. Aujourd'hui encore, on peut trouver ici sur les maisons et les fontaines les traces de ce peuple mystérieux qui a définitivement disparu en 1962. Leur origine est inconnue. Tout ce qu'on sait, c'est que très tôt, on les a assimilés à des lépreux. Et c'est vrai qu'il y a une véritable peur de transmission des maladies, ce sont un petit peu des parias. Des êtres de petite taille qui seraient atteints d'une maladie de la peau qui leur donnerait des pouvoirs surnaturels. Dans tout le Béarn, on dit d'eux que ce sont des sorciers, capables de semer la mort partout où ils passent. On les regarde pas, il faut surtout pas qu'on ait de contact physique. Il fait peur parce qu'il vit à la marge de la société, avec des traits plutôt d'animal que des traits d'humain. Qui sont ces étrangers à l'aspect physique déroutant? D'où viennent-ils? Et quels sont ces pouvoirs extraordinaires dont on les dit capables? Cette communauté persécutée pendant plus de 1000 ans va subsister dans des conditions de vie effroyables. Ils n'obtiendront jamais le droit d'être reconnus et traités en tant qu'êtres humains. Nous sommes au milieu du XVe siècle, au cœur des Pyrénées. C'est ici que cette communauté à part a vu le jour autour de l'an 1000. Bien que 4 siècles se soient écoulés, ces cagots, comme on les appelle, sont restés des étrangers au regard des habitants du pays. On les déteste, on s'en méfie, et surtout on ne les approche pas. On leur prête une odeur pestilentielle, des affections comme des goitres. Ils sont atteints de crétinisme, c'est-à-dire une dégénérescence de la glande thyroïdienne qui fait qu'ils ont un retard de développement et un retard de développement également mental. Et ne vont pas avoir les mêmes droits ou la même accessibilité à la citoyenneté. Cago vient du latin cagere, pour dire défection. Si on les réduit ainsi à moins que rien, c'est avant tout parce qu'ils terrorisent la population. On les dit tous infectés dès la naissance d'une terrible maladie, la lèpre blanche, qui serait particulièrement contagieuse. Cette maladie donnerait à certains cagots d'étranges pouvoirs qui feraient d'eux des sorciers capables de maléfices pouvant engendrer la mort. Par précaution, ces sorciers sont obligés de vivre dans les montagnes, quand les autres cagots, jugés moins dangereux, habitent les bas quartiers des villes, où ils subissent de nombreuses restrictions. L'interdiction de se marier à une personne qui était hors communauté cagotte, donc ils devaient se marier qu'entre eux. L'interdiction de marcher pieds nus, l'interdiction également d'entrer au moulin, et également interdiction pour eux de travailler dans tout ce qui était agriculture, élevage. Ils faisaient uniquement de l'agriculture vivrière, donc pour se nourrir eux-mêmes, mais interdiction évidemment de revendre cette nourriture qu'ils produisaient. Tout ça parce qu'on avait très peur de la transmission des maladies. Il y a même eu des édits qui prévoyaient de leur clouer le pied au fer rouge si on les prenait en flagrant délit de marcher pieds nus.
Ces restrictions sont notifiées et appliquées dans tous les villages où une communauté de cagots s'est installée. Il est autorisé de battre à mort un cagot s'il est surpris en train d'enfreindre une interdiction. Ici, tous les habitants sont terrorisés à l'idée qu'une de ces maladies génétiques dont ils sont tous infectés ne vienne contaminer le reste de la population. On va leur interdire certaines professions parce qu'on a peur que cette maladie se transmette et on va les confiner à certains métiers, notamment les métiers du bois et particulièrement ceux de charpentier parce qu'on se dit que le bois ne transmet pas à l'époque les maladies. Les cagots sont confinés à la construction des maisons et des églises. Ils ont la réputation d'être d'excellents charpentiers et réalisent des prouesses architecturales que l'on peut encore admirer. Ici, à Sauveterre en Béarn, l'église Saint-André est encore là pour témoigner de leur savoir-faire inimitable. Par contre, en tant que chrétiens, là aussi ils subissaient des restrictions particulièrement humiliantes. La particularité des cagots, c'est de posséder, et que ce soit encore visible aujourd'hui, une porte qui leur est destinée. Et donc, ils n'ont pas le droit de passer par la porte centrale. Donc, on leur aménage une petite ouverture très basse qui les oblige à se baisser et donc à faire acte d'humilité, une sorte de repentance lorsqu'ils rentrent dans l'église. Ils ont un bénitier qui leur est spécifique, puisqu'on a peur de la transmission de la maladie par l'eau. Et puis, ils ne se mélangent pas dans l'assemblée, c'est-à-dire qu'ils vont rester au fond de l'église ou sur un bas-côté. Quand ils devaient recevoir la communion, ils passaient toujours les derniers, après les hommes et après les femmes. Et la communion leur a été donnée au bout d'une planche de bois. Toujours par peur de contamination, il est ordonné qu'ils portent des signes distinctifs. On les oblige à se munir d'une petite cloche pour prévenir de leur arrivée. Et dans certains villages, une énorme patte d'oie rouge leur est imposée aussitôt qu'ils sortent de leur quartier. Certains cagots sont encore plus redoutés que les autres. Ce sont ceux à qui on réserve le métier le plus pénible qui soit, celui d'être au bout de la chaîne de la justice. Le cagot peut se retrouver dans le rôle du bourreau, puisqu'il assume donc la construction des instruments de la torture ou de l'exécution, et donc va se retrouver dans une position d'avoir à exécuter les condamnés, ce qui est terriblement dégradant pour leur image et va renforcer effectivement la peur du cagot. Dans tout le Béarn, on pense que ces êtres sont des enfants du diable qui en a fait ses serviteurs pour répandre la lèpre. Mais on les soupçonne surtout de puiser dans cette maladie un pouvoir magnétique surnaturel. La lèpre blanche leur permettrait de dégager une énergie brûlante de leur épiderme. Un pouvoir que ces sorciers contrôlent à la perfection. Quand on mettait une pomme dans la main d'un cagot, elle se flétrissait au bout de quelques minutes, comme s'il avait une force irradiante, surnaturelle. Cette force extraordinaire, aussi fascinante que terrifiante, explique peut-être la raison pour laquelle, exceptionnellement, certains sorciers ou sorcières cagottes ont le droit d'approcher les habitants du village, surtout quand l'un d'entre eux est gravement malade. Notamment, on a le cas d'une femme cagotte, Cataline, qui est une femme médecin en quelque sorte, en tout cas une guérisseuse, qui va soigner un enfant qui est atteint de la teigne, une sorte de gale, et qui va être très bien payée pour ça. Et on reconnaît son savoir-faire. Partout dans le Béarn, on parle de miracles. Ces sorciers qui vivent dans les montagnes peuvent, grâce à la simple imposition de leurs mains sur le corps d'un malade, être capables de prouesses médicales. Des guérisons impensables pour l'époque sont constatées et la nouvelle est remontée jusqu'au roi de France, Henri II. Celui-ci ordonne alors qu'une expertise soit faite sur ces êtres qualifiés de surnaturels et décide d'envoyer Ambroise Paré, son médecin personnel, pour effectuer une autopsie. Ce n'est pas le premier chirurgien à s'intéresser au cas des cagots. Des médecins ont essayé déjà au début du XVIe siècle, à la fin du XVe siècle. Mais Ambroise Paré va établir que les cagots ont une température anormalement élevée et assécher tout ce qui se trouve autour d'eux.
Donc il y a toujours quand même l'idée d'une maladie inconnue dont on ne connaît pas le mode de transmission, et donc il faut les approcher pour cette raison-là, parce qu'aussi ils risquent de vous flétrir. Ambroise Paré va stipuler dans son rapport d'autopsie avoir fait une découverte concernant l'origine mystérieuse des cagots. 2 phénomènes étranges vont être constatés au moment de l'étude précise du corps. Le premier concerne le sang des cagots, décrit comme étant de couleur bleue. L'autre particularité physique qui, selon cet homme, éminent médecin du roi, est la preuve de leur appartenance à une espèce non humaine. Le lobe de l'oreille, l'absence finalement, une oreille courte avec une absence de lobe où finalement l'oreille serait directement reliée sans lobe à la mâchoire. Ce qui ferait d'eux des êtres humains qui ne seraient pas comme les autres. Donc d'où viennent-ils ? Des chercheurs ont trouvé en étudiant d'anciens textes du IXe siècle une réponse possible à cette origine surnaturelle. Une gravure va retenir en particulier leur attention, car elle atteste qu'en l'an 803, sous l'empire de Charlemagne, des êtres surnaturels au lobe de l'oreille absent seraient venus envahir plusieurs régions, et en particulier le Béarn. Pendant le règne de Charlemagne, on évoque un lien entre les cagots et une présence extraterrestre. Ces hommes qui, sous Charlemagne, seraient venus du ciel dans de grands navires. Des vaisseaux auraient atterri dans cette région pyrénéenne et les cagots seraient arrivés finalement d'une autre planète. Charlemagne ordonnera l'édification d'une loi stipulant que ces êtres venus du ciel soient éliminés à chaque fois qu'ils tenteront d'envahir la Terre. Quoi qu'il en soit, l'origine des cagots reste aujourd'hui indéterminée. Il sera seulement reconnu au XVIIIe siècle qu'ils ne sont pas atteints de la lèpre. Et malgré cela, jamais on ne leur accordera les mêmes droits que l'homme. La dernière famille de cagots a habité jusqu'en 1962 dans le Béarn. Des documents photographiques exceptionnels attestent de leur existence. Jusqu'au bout, ils ont vécu exclus, à l'abri des regards, avant de disparaître définitivement. Si les photographies de sorciers et sorcières sont si rares, c'est sans doute que peu de personnes ont osé les immortaliser au cours de leur existence. La dernière vraie sorcière à avoir été prise en photo s'appelle Naya, une sorcière au pouvoir dévastateur que l'on soupçonne d'avoir semé la mort dans un village breton. Ces événements se sont déroulés à quelques kilomètres des côtes bretonnes, dans le nord-ouest de la France, à Rochefort-en-Terre, une petite commune construite sur une crête rocheuse au cœur du Morbihan. Ce village, réputé pour la beauté de ses rues et de son château, va connaître à la fin du XIXe siècle une série de phénomènes troublants, orchestrés par cette sorcière capable de prédictions maléfiques. Elle avait fait une prédiction sur la mort de quelqu'un à la sortie de l'église. Le bonhomme est mort pendant que la messe sonnait. Ça jette un froid quand même. Durant 4 longues années, les villageois vont vivre dans la crainte de cette étrangère surnommée Naya, une femme dont la véritable identité ne sera jamais révélée et qui a marqué de sa griffe ce petit village breton. Nous sommes au début de l'année 1898. Le village de Rochefort-en-Terre ne compte alors que 300 habitants. Et l'arrivée d'une vieille femme inquiétante va rapidement briser la tranquillité des villageois. Elle n'était pas rochefortaise, si on veut. On ne sait pas d'où elle venait. Elle était très mystérieuse. Personne à Rochefort-en-Terre ne sait d'où elle vient, et encore moins ce qu'elle est venue faire au pays. Les villageois sont intrigués par sa peau aussi sombre que le charbon. Une couleur trop étrange pour être naturelle, et qui lui vaut ce surnom de Naya, la noire, en patois breton. Ils ont toujours vu la sorcière avec les mêmes vêtements, ni plus neufs ni plus vieux, avec la même apparence. C'était une femme un peu étrange, un peu à part. Les plus courageux qui ont osé la croiser de près
se souviennent encore de l'impression qu'elle dégage. Un regard blanc, un peu mystérieux, et pourtant elle voit tous les détails de ce qui se passe autour d'elle. Ce regard qui avait une cataracte très perçant, ça présageait beaucoup de choses, quoi. Le physique étrange de cette femme mystérieuse inquiète d'autant plus que les habitants l'ont vue s'installer sur le site du château qui surplombe Rochefort-en-Terre, et plus précisément dans la partie la plus ancienne, abandonnée depuis le Moyen-Âge. Dans la mesure où le site du château surplombe Rochefort, on dit que c'est peut-être quelqu'un qui observait la société. En 1898, le parc du château est à l'abandon, et il est facile pour n'importe qui d'y pénétrer sans se faire remarquer. D'autant plus que de nombreuses caches permettent de vivre à l'abri des regards. À côté de l'ancienne chapelle, Naya a réussi à dégager l'accès à un ensemble de souterrains, des galeries qui étaient enfouies depuis plus de 5 siècles. Naya connaissait ces souterrains et donc elle se servait de ces souterrains pour apparaître et disparaître dans le parc du château. Et il reste une salle qui date du XVe siècle, qui était une salle basse, une poudrière. Et cette salle, c'est a priori celle où Naya aimait venir allumer les brasiers, justement, où elle faisait du feu. À Rochefort-en-Terre, on se demande dans toutes les chaumières qui est cette femme mystérieuse et pourquoi elle s'est cachée dans les souterrains de l'ancien château. Les habitants ne vont pas attendre longtemps pour avoir des réponses. Quelques semaines après son arrivée, Naya décide pour la première fois de descendre au village. À la grande surprise générale, Naya va alors faire une apparition qui restera à jamais gravée dans la mémoire des Rochefortais. Mon père m'a raconté une histoire qui s'est passée dans un café. Un paysan se moquait d'elle et lui a dit « Toi, tu mourras pendant que la grand-messe sonnera le jour de Pâques. » Tu vas mourir au 3e son de la cloche à la messe de dimanche prochain. Et tout le monde a rigolé, puis s'est moqué un peu du paysan et lui quand même a été stressé. Le soir même, ce villageois âgé de 31 ans ne trouve pas le sommeil. Il est anxieux. La grande messe de Pâques aura lieu ce dimanche. Et si cette maudite femme a dit vrai, il ne lui reste plus que 3 jours à vivre. Le type, ayant très peur de la prédiction de Naya, avait fait venir le docteur qui l'ausculte et qui lui dit que tout va bien, qu'il a encore un grand nombre d'années à vivre, qu'il n'y a pas de raison qu'il croie à cette chose-là. Le jour fatidique arrive. Tout le monde se rend à l'église, sauf le villageois, qui a préféré rester chez lui couché. Au premier son de la cloche, le type commence à délirer. À la deuxième, il commence à se porter pas très bien. Et à la 3e son de la cloche, il décède. Le paysan est mort juste exactement à l'heure où elle avait dit. Ça jette un froid quand même. Le décès de cet homme sème un vent de panique sur le village de Rochefort-en-Terre. Le médecin ne saura pas expliquer comment, dans la force de l'âge, son patient a pu ainsi mourir. La sorcière a-t-elle prédit la mort de cet homme ou l'a-t-elle provoqué? La sorcière terrorise d'autant plus qu'elle va prédire le mois suivant le décès de 7 autres villageois. Des prédictions qui vont toutes s'avérer exactes. Peu après ces événements, la sorcière disparaît subitement. 10 mois se sont écoulés et Naya n'est plus réapparue au village. C'est alors qu'à la fin 1899, un reporter français, Charles Géniaux, débarque à Rochefort-en-Terre en quête d'un sujet pour son journal. Il écrivait pour un journal anglais qui s'appelait le Wide World. Et à cette période-là, il cherchait des histoires à raconter pour ce journal. Et donc, il descend à l'hôtel Le Cadre. Et là, il discute avec la tenancière qui lui explique notamment l'histoire de Naya. Et donc, Charles Géliot, qui est un peu dubitatif quand même, qui se pose des questions, est intrigué. Et donc, il va vouloir rencontrer Naya. Le journaliste se saisit alors de son appareil photo et prend le chemin des ruines du château. Charles Géniaux est plus sceptique que jamais quant à l'existence de cette sorcière
qui serait capable de prédire la mort de n'importe qui. Il arrive dans les ruines médiévales du château de Rochefort, où vit la sorcière. Il rentre dans une salle immense, remplie d'objets de physique, de bocaux. Sur une cheminée se tient 2 chouettes vivantes qui demeurent impassibles. L'antre de la sorcière est gorgé d'animaux empaillés, de plantes, de serpents plongés dans le formol. Autant d'ingrédients qui ont, semble-t-il, servi à fabriquer toutes sortes de potions. Le journaliste est stupéfait de découvrir un endroit pareil. Alors qu'il se saisit d'un bocal pour en étudier le contenu, il entend du bruit qui provient du souterrain. Naya la sorcière est bien vivante et Charles Géniaux va pouvoir la rencontrer. Quand il va rencontrer Naya, il va être très impressionné par la personnalité, par le fait qu'elle soit cultivée, elle sache lire, écrire. Elle raconte qu'elle est très intéressée par le fait qu'il va la présenter, qu'il va parler d'elle, qu'il va transmettre un petit peu ce qu'elle fait ou ce qu'elle sait faire ou le personnage qu'elle représente. Curieux de voir ce dont la sorcière est capable, Charles Géniaux s'engage à la photographier et à lui consacrer un reportage si elle lui montre de quoi elle est capable. Il se laisse alors guider par Naya, qui lui propose à la nuit tombée une séance de voyance comme il n'en a jamais vu. Elle allume un brasier, elle jette des herbes qui donnent une grosse fumée épaisse. Et à ce moment-là, il sort des voix d'on ne sait où. Des voix qui leur tournent autour en quelque sorte, enfin sans pouvoir définir d'où viennent ces voix et quelles sont ces voix. Certaines semblent venir du sol et d'autres du ciel. Et même des fois, les voix s'adressent à la sorcière. Charles Géniaux est bouleversé par cette étonnante séance de voyance. Parmi ces voix étranges sorties de nulle part, il a reconnu celle de sa mère, décédée depuis 12 ans. Elle lui a parlé d'événements futurs le concernant, son mariage à Paris, sa réussite en tant qu'écrivain et le fait que l'on parlera de lui, même après sa propre mort. Des prédictions qui s'avéreront exactes. Après cette séance de voyance pour le moins déconcertante, Charles Géniaux décide de faire ces clichés extraordinaires de Naya, qui vont faire sensation jusqu'à Paris. Des photos qui vont intriguer bon nombre d'experts, d'autant plus qu'après le départ du reporter, personne n'a plus jamais entendu parler de la sorcière. Elle a disparu subitement, laissant derrière elle cette empreinte visible sur le papier glacé de ses clichés. Ces traces s'arrêtent au début 1900, on ne connaît pas la date de sa mort. Je n'ai jamais entendu parler de son décès ni de son enterrement. Ça laisse toujours suggérer le mystère. Aujourd'hui, le site du château reste particulièrement imprégné par le passage de Naya la sorcière. Au milieu des ruines, à l'endroit exact où elle vivait, le musée Naya a été construit. Ce projet remarquable, dédié à des œuvres fantastiques, attire aujourd'hui de nombreux touristes, même si régulièrement, il est le théâtre de phénomènes étranges. Tout le long de la construction de ce projet-là, on a eu une espèce d'énergie, une énergie un peu stressante. Je travaillais pendant un mois là, dans les souterrains pour l'aménagement. Donc on se retrouve en plein hiver, dans une salle sombre où il a dû se passer énormément de choses. Naya y a vécu. Et donc par moments, on se retourne un petit peu, on se dit, il n'y aurait pas quelqu'un? Chaque fois, on est toujours interpellé. Il y a quelque chose, quoi. Forcément. La France regorge de ces histoires maléfiques et magiques. Ces milliers de crimes, perpétrés au nom de la Sainte Inquisition, vont perdurer jusqu'en 1682, année durant laquelle un certain Colbert, alors ministre de la Couronne, va persuader Louis XIV de reconsidérer le crime dit de sorcellerie. Aujourd'hui encore, partout en France, l'esprit de ces sorciers, sorcières et mages continue d'habiter ces lieux aussi magnifiques que mystérieux.